Un très bon après-midi à vous tous qui suiviez la télévision rwandaise. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Bonjour et bienvenue. Clôture ce lundi au centre de formation de Ngumba, en district de Burera, de la formation d'un mois pour des enseignants d'histoire dans les écoles secondaires. Formation qui s'est focalisée sur l'enseignement efficace de l'histoire, en particulier celle du génocide perpétré contre les Tutsis. Les détails avec Assim Youssouf. Cette formation, organisée par le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, en collaboration avec l'Office national de l'éducation de Bazreb, a rassemblé plus de 2400 enseignants venus de toutes les provinces du pays, avec pour objectif d'accroître les connaissances et les compétences des enseignants pour qu'ils puissent enseigner l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis sans la minimiser en raison des traumatismes qu'ils ont subis ou du manque de connaissances. Cette formation s'est déroulée en 6 sessions, mais pendant un mois en raison de la capacité du centre de formation de Ngumba. Toutes les sessions ont concerné tous les districts du pays, mais ceux qui l'ont clôturé ce lundi sont des enseignants des districts de Musanze, Kirehe, Ngoma et Bugesera. Les enseignants ayant participé à la 6e session indiquent que l'acquisition de connaissances sur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis va les aider à enseigner le cours d'histoire de manière appropriée, contrairement à ce qu'ils faisaient auparavant, alors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes de bonnes connaissances relatives spécifiquement au génocide perpétré contre les Tutsis, raison pour laquelle ils considèrent cette formation comme bénéfique pour eux. Ces enseignants ont exprimé leur connaissance au ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique pour avoir pensé à eux et les avoir formés. Ils souhaitent que ce ministère puisse accorder de formations à d'autres afin qu'ils puissent connaître l'histoire du Rwanda, car certains croient qu'ils la comprennent alors qu'ils ne la connaissent pas vraiment. Le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a rappelé aux enseignants que l'histoire du Rwanda ne commence pas uniquement avec le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, mais qu'ils devraient l'enseigner dans sa totalité, sans parti pris, et mettre en pratique ce qu'ils ont appris lors de cette formation, devenant ainsi de bons enseignants et éducateurs, parce qu'un bon éducateur est un modèle pour ses élèves, ce qui va ainsi aider leurs élèves à connaître l'histoire du Rwanda et d'œuvrer pour sa reconstruction et sa protection. Les opérateurs dans le domaine de la floriculture en Afrique de l'Est et au Rwanda en particulier applaudissent la décision du gouvernement britannique qui a décidé de supprimer temporairement les droits de douane de l'importation des fleurs dans ce grand ensemble économique. Cette décision a été prise en vue de faciliter le commerce entre le Royaume-Uni et la communauté est-africaine, plus facile et moins cher pour les producteurs d'Afrique de l'Est et au-delà. Patrick Niledandi pour plus de détails. En avril de cette année, le gouvernement britannique a décidé de supprimer temporairement le droit des douanes sur l'importation des fleurs en provenance d'Afrique de l'Est en vue de faciliter le commerce entre le Royaume-Uni et cette partie du continent africain. Wambura Bernard Mutoka, directeur de vente chez Bella Floa Limited, a souligné que les exportations de fleurs du Rwanda vers le marché britannique ont connu une croissance significative depuis la suppression de la taxe. Avant la suppression de la taxe, l'entreprise exportait 20 000 fleurs par semaine, mais ce nombre est désormais passé à 200 000 fleurs par semaine, ce qui représente une augmentation de 180 000 fleurs. Selon les indications du marché, le marché est très rentable car je pense que ce chiffre de 200 000 fleurs vendues va augmenter. Car avant, c'était un marché dans lequel nous n'étions pas bien introduits. Mais grâce à la suppression de la taxe de douane, nous faisons tout notre possible pour être compétitifs en raison de l'opportunité d'allègement fiscal créée par le gouvernement britannique. Les opérateurs payent
$1,8 américain pour le transport dans Rwandair, la compagnie nationale d'aviation, et $1,9 américain dans Ethiopian Airlines, ainsi que le transport dans KLM coûte $3,5 par kilo de fleurs. Cependant, d'autres petits vendeurs de fleurs ont du mal à accéder aux marchés internationaux. C'est là en raison de leur incapacité à organiser des expéditions en gros. Beaucoup d'entre eux finissent par vendre leurs fleurs sur le marché intérieur au lieu de profiter des opportunités internationales. En 2023, la valeur du commerce des fleurs entre le Royaume-Uni et l'Éthiopie a été évaluée à 12,6 millions de livres sterling. Le Rwanda à 727 000 livres sterling, la Tanzanie à 839 000 livres sterling et l'Ouganda à 1,1 million de livres sterling. Wambura Bernard Mutoka, directeur des ventes chez Bella Floa Limited, a noté qu'un tiers de leur production de fleurs est vendue sur le marché intérieur et souvent à un meilleur prix que sur le marché étranger. There is no difference. What we are selling in Europe and what we are selling here locally. Il n'y a aucune différence entre ce que nous envoyons au Royaume-Uni et ce que nous vendons sur le marché intérieur. Car si je supprime les frais d'aéroport et les autres coûts associés à l'expédition, tels que l'emballage, le carton et bien d'autres, les fleurs seront toujours expédiées à moindre coût. Ce sont les mêmes. Le seul problème est que le marché intérieur ne peut pas absorber facilement toute notre production, comme le fait l'Europe, mais les prix sont les mêmes. Unlike Europe, which takes a lot, but in terms of prices, they are the same. La suspension des droits des douanes restera en vigueur pendant 2 ans, c'est-à-dire du 11 avril 2024 au 30 juin 2026. Au cours de l'exercice 2022-2023, le Rwanda a exporté des fleurs d'une valeur de 4,5 millions de dollars vers le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Corée du Sud et d'autres marchés internationaux. Au moins 66% des exportations étaient destinées aux Pays-Bas, tandis que 32% étaient destinées au Royaume-Uni. L'Organisation mondiale de la santé salue les efforts et les mesures que le Rwanda continue de mettre en œuvre pour prévenir l'épidémie de Marburg, affirmant également qu'elle porte des fruits significatifs. L'OMS précise qu'il n'y a aucune raison de prendre des décisions hâtives pour suspendre les voyages vers le Rwanda ou d'y mener différentes activités. Kassim Youssouf pour plus de détails. Lors de la conférence de presse que le ministère de la Santé a conjointement animée ce dimanche avec ses partenaires à propos de la maladie de Marburg, le ministre de la Santé, Dr Sanzimana Sabin, a expliqué que le premier cas a été détecté dans un milieu hospitalier, mais que l'essentiel aujourd'hui est d'essayer de stopper la progression pour qu'il ne passe pas à d'autres personnes au Rwanda ou au-delà. Les progrès que nous avons à propos de répondre à la question de l'adénovirus nous montrent que le virus a été détecté dans un hôpital précis. Et c'est de là qu'on est parti pour rechercher toutes les personnes, tous les patients qui ont visité ce département, qui ont été soignés. Il y a ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Donc, il n'y a pas jusqu'à ce moment-là l'indication d'où est venu le virus en ce qui concerne le cross-border à travers les frontières. Mais ça sera répondu avec les données de laboratoire qui peuvent déterminer le genre de virus. Et si au niveau des séquençages du virus, il y a une relation entre le virus qu'on a au Rwanda et le virus qui a été détecté dans d'autres pays. Donc c'est cette conclusion-là qu'on doit déterminer avec les derniers tests de laboratoire qui sont en cours et qu'on espère d'ici quelques jours pouvoir conclure et partager cette information. Donc ça serait pour nous très tôt de dire que le virus est venu de tel pays ou de telle personne, mais l'essentiel pour nous actuellement c'est d'essayer de stopper la progression pour que le virus qui est détecté au Rwanda ne puisse pas passer à d'autres personnes au Rwanda ou au-delà du Rwanda. Donc ça aussi, ça rentre dans la logique de la première question que vous avez posée. Tous les cas confirmés cette semaine, ou même depuis les premiers jours, c'était les gens que nous avions dans les contacts qu'on suit.
Il y a ceux qui développent les symptômes et on les teste et qui sont toujours en suivi de 21 jours. Et il y a ceux qui, même qu'on pourra aller au-delà de 21 jours, parce que la science n'est pas très exacte. Si le 21 jours, c'est vraiment le maximum, on ne veut pas rater cette occasion aussi de contribuer à la science. Si quelqu'un développe les symptômes au-delà des 21 jours, des 22 jours, c'est quelque chose aussi qui pourra être essentiel pour d'autres outbreaks. J'espère qu'il n'y en aura pas. Mais le virus est très agressif. On essaie de détecter très tôt, de traiter très tôt, et ça reflète aussi les succès du traitement. 18 personnes qui ont déjà été testées négatives 2 fois après avoir contracté le virus. Ça montre que si on donne le virus la chance de se multiplier pendant la première semaine, la deuxième semaine est très difficile à gérer parce qu'il a déjà envahi tous les organes. Donc ça aussi c'est important de le connaître, et c'est là où les personnes puissent transmettre beaucoup plus. C'est pourquoi on a une longue liste de contacts, et même les contacts des contacts, pour qu'on ne puisse pas rater même un cas. Et toutes les personnes qui sont testées positives pendant cette semaine, j'espère même pour la suite, c'est du même cluster des hôpitaux, là où on a eu des cas. Au début, c'était la plupart, c'est toujours des agents de santé, des médecins, et ce n'est pas tous les médecins de ces hôpitaux, c'est vraiment spécifiquement dans ces départements. Mais on commence à voir, par exemple, un médecin avec un collègue qui travaille tout près, ça peut être un infirmier ou un médecin, c'est quand même spécifique dans ce département. Voilà, c'est ce qu'on sait actuellement, et c'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de transmission communautaire, il n'y a pas des cas qui sont en dehors de ce cluster qu'on suit, et c'est pourquoi on veut être beaucoup plus, je dirais, agressif au virus pour qu'il ne puisse pas s'échapper au-delà, parce qu'au-delà de ce cluster, c'est même difficile à contrôler. Le ministre de la Santé a également indiqué qu'il est encore tôt de préciser d'où est venu le virus de Marburg détecté au Rwanda. Et c'est une question très difficile à répondre parce qu'il faut passer du premier test confirmé, aller chercher dans l'histoire, je dirais, des personnes qui ont été en contact avec le cas positif et faire des tests de laboratoire avancés. Il y a des tests de séquençage, il y a des tests de chercher les anticorps des personnes qu'on cherche dans cette revue rétrospective. Ça nous a pris du temps parce que il faut chercher, il faut fouiller partout, il faut poser des questions. Il y a d'abord la recherche épidémiologique, en posant des questions, en collectant les données des personnes qui ont été en contact avec les tout premiers cas. Le deuxième moment, il faut chercher à comprendre la dynamique du virus, c'est quel type de virus, parce que c'est un virus Marburg, mais qui a beaucoup de variants qu'il faut aussi chercher au niveau du laboratoire. C'est un travail qui prend du temps, mais on a quand même des avancées. On espère que d'ici la prochaine session avec vous, le prochain briefing, on pourra vous donner un rapport avancé à propos de cette recherche. Et je vais aussi reconnaître que même les épidémies passées, cette question s'est posée. Il y a même des situations, ça a pris 5 ans jusqu'à répondre ou ne pas même pouvoir répondre exactement avec précision d'où est venu ce virus. Donc, on essaie d'aller le plus rapidement possible, mais aussi d'être le plus précis possible à répondre d'où est venu le virus, parce que c'est non seulement une question qui va aider les avancées scientifiques,
Mais c'est aussi une question qui va nous aider aussi à être beaucoup plus préparés pour la prochaine outbreak, qui peut être la même ou qui peut être d'un autre virus ou quelque chose d'autre qu'on pourra identifier. On cherche sur plusieurs plans, le plan de l'environnement, qu'on appelle communément One Health. On cherche sur le plan human-to-human, la personne à la personne transmission. Mais aussi on cherche sur le plan beaucoup plus compliqué qui implique les deux. Donc, je pourrais seulement dire qu'on a des avancées. On fait les derniers tests de laboratoire. Et les tout derniers, on les a commencés hier pour connecter certains anticorps des personnes en contact et aussi le séquençage. Donc, on va rassembler tout dans les prochains jours et on pourra vous partager les données dès que on est quand même quelque chose qui est du moins concluant ou qui sur lequel on est confortable que c'est ici qu'est venu le virus, ou du moins, ce peut être... ce n'est pas l'équipe du Rwanda seulement qui travaille, on a reçu des collègues qui sont venus de l'OMS, de CDC et d'autres partenaires. C'est une équipe très large qui est spécialisée dans ce domaine-là et on pourra... chaque fois qu'on ait ce genre de briefing, on pourra vous donner des avancées. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Rwanda, le Dr Berrien Chirombo, a salué les mesures mises en place pour contenir cette maladie à tous les niveaux, y compris dans les aéroports, de sorte que les visiteurs du Rwanda ne devraient avoir aucune inquiétude. Advises against any level of travel restrictions or trade restrictions also. L'OMS ne soutient pas les mesures de suspension des voyages et du commerce à quelque niveau que ce soit au Rwanda en raison de l'épidémie de Marburg à laquelle nous sommes confrontés. Pour nous, cette décision n'est pas nécessaire et ne serait pas utile dans notre lutte contre cette maladie. Nous pensons que les mesures prises par le gouvernement rwandais et ses partenaires sont suffisantes et efficaces pour contrôler cette épidémie, tant pour aider les malades que pour prévenir la propagation de la maladie. Par conséquent, nous considérons que prendre une telle décision nuirait plutôt à nos efforts pour combattre l'épidémie et cela affecterait particulièrement l'économie. Le ministère de la Santé a fait savoir que 1000 autres doses du vaccin contre la maladie de Marburg sont arrivées au Rwanda, s'ajoutant aux 700 reçus la semaine précédente, avec plus de 600 personnes déjà vaccinées, principalement des agents du secteur de la santé. Récemment, le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Dr Jean Kaseya, a fait remarquer qu'en raison des mesures de surveillance que le Rwanda a mises en place, il est peu probable que cette épidémie puisse se propager en dehors du pays. Ce lundi, des troupes rwandaises déployées au Sud-Soudan pour une mission de maintien de la paix de l'ONU ainsi que l'unité de l'armée de l'air ont participé à une activité de plantation d'arbres fruitiers au sein d'une école primaire de Kapuli, composée principalement de manguiers et ont également procédé au nettoyage du campus et à la fin, ces soldats de la paix ont distribué des fournitures scolaires aux élèves, notamment des cahiers, des crayons et des serviettes hygiéniques aux jeunes filles. L'école primaire de Kapuli a été construite par l'armée rwandaise qui fait partie de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Sud-Soudan. La construction de l'école a été achevée en 2017 et accueillit aujourd'hui environ 500 élèves de la maternelle au primaire. Le chef du contingent rwandais opérant à Djouba, le lieutenant-colonel Emmanuel Ntwari,
a indiqué à RBA que cette opération de plantation d'arbres avait pour objectif de permettre à moyen terme d'offrir des fruits aux élèves, mais aussi procurer de l'ombre aux enfants car la région est très chaude et puis ces arbres participent à la protection de l'environnement. Pour ce qui concerne le nettoyage de l'école, les militaires voulaient augmenter le niveau d'hygiène et de propreté dans l'école et changer la mentalité des enfants par rapport à l'insalubrité, car une fois les enfants sensibilisés, ces derniers peuvent influencer leur environnement, la famille et les voisinages. Avant l'arrivée des forces rwandaises de défense dans cette zone, les enfants étudiaient sous les arbres et dans de vieilles écoles en mauvais état. Dans le but de lutter et éradiquer la malnutrition et le retard de croissance chez les enfants, l'Agence nationale de développement de l'enfant a réaffirmé son engagement à poursuivre sa mission à travers plusieurs initiatives clés. Il s'agit notamment de la fourniture de nouveaux compléments nutritionnels, particulièrement destinés aux femmes pour assurer une bonne santé maternelle et infantile et de la création des centres de développement de la petite enfance pour les enfants de moins de 2 ans. Le récit de Patrick Nilidandi. Nio Mufasha Christine, une habitante du secteur Gachurabgenge, en district de Kamouni, a découvert que son enfant souffrait de malnutrition. Elle attribue cette situation par le manque de formation et d'information à ce sujet et surtout à une faible sensibilisation à une nutrition adéquate. Par exemple, j'arrivais à trouver du lait, des œufs et des fruits pour mon enfant. Mais en raison d'un manque d'information, je faisais le mauvais choix de vendre tout cela au lieu de nourrir mon enfant en premier. Muka Kazungu Béatrice a vécu une situation similaire, découvrant que son enfant souffrait de malnutrition malgré l'accès à tous les aliments nécessaires à une alimentation équilibrée. Je cultive des pommes de terre, du maïs et des haricots. Et j'avais même du lait, mais je n'étais pas capable de penser à quel point il était crucial de nourrir mon enfant avec une alimentation équilibrée. Selon les enquêtes démographiques et de santé de 2022, les districts qui sont pourtant des grands producteurs agricoles et animaliers avaient un problème élevé d'enfants souffrant de retard de croissance et de malnutrition. Vous pouvez avoir de la nourriture et ne pas savoir comment la préparer pour une alimentation équilibrée. Les agents de santé communautaire jouent un rôle essentiel dans le suivi et la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance chez les enfants au Rwanda. Agnès Ouineza, chef par intérim du département de nutrition et d'hygiène à l'Agence nationale de développement de l'enfant, revient ici sur certaines des mesures prises pour éradiquer ce problème. Nous déployons des efforts considérables pour expliquer aux parents l'importance d'une alimentation équilibrée. Nous leur appelons à utiliser efficacement la nourriture dont elles disposent pour préparer des repas nutritifs. De plus, nous nous concentrons sur l'éducation des adolescentes et la sensibilisation à l'importance de fournir un œuf par enfant. L'Agence nationale de développement de l'enfant a signalé des progrès significatifs dans la réduction du retard de croissance chez les enfants au Rwanda. En 2005, 51% d'enfants étaient identifiés comme souffrant d'un retard de croissance, mais les efforts déployés au fil des ans ont conduit à une diminution annuelle de 1,2%. L'objectif est de réduire le taux de retard de croissance à 19% d'ici à 2024, avec un objectif ambitieux de les réduire encore de 15% chez les enfants de moins de 5 ans d'ici à 2029. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette édition, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.